Bonjour, je ne sais pas si vous reconnaissez cet endroit. Vous êtes ici à l'école de musique de Soule et c'est avec plaisir que je vais vous présenter le journal de Shibero Telebista du mois de novembre 2016. Donc, l'association de l'école de musique est née en 2007. Cette année-là, nous avons eu la fusion des deux écoles qui étaient présentes en Haute-Soule et Basse-Soule. Depuis 2007, donc, le bureau de l'école de musique est situé ici, juste derrière moi, à Mauléon. Mais bien sûr, nos cours sont donnés encore à Tardets et à Mauléon, différents jours de la semaine. Chut, écoutez, c'est Patrick Knox qui est avec ses élèves, mais d'ailleurs, je vous laisse avec lui. Bien, mais voilà, nous avons donc rendez-vous tous les samedis matins à l'école de musique de Soule, où donc sont proposés des cours de clarinette, de saxophone. Donc il y a également des cours de batterie qui ont lieu le samedi matin, avec Patrick Oursiangou comme professeur. Et ensuite, nous avons formé un petit groupe qui s'appelle Loupata Band. Nous avons nos répétitions tous les samedis à 11 h avec ce petit groupe et nous avons donc comme mission, entre guillemets, d'animer un petit peu tout ce qui peut se présenter. Par exemple, le marché de Noël, ou alors nous avons fait également quelques auditions. Nous avons été aussi au Rayalai l'année dernière faire une prestation et donc je pense que ça peut être que très important et disons très formateur pour tous ces jeunes. Voilà. Alors en fait, les cours d'instruments donc durent demi-heure. Demi-heure, nous abordons donc des cours, disons, nous faisons des duos, nous faisons des trios, nous faisons plusieurs styles musicaux. Donc la particularité des cours instrumentaux, ce sont des cours individuels, sauf le cours d'ensemble du samedi de 11 h qui lui est donc réservé à un cours collectif, puisqu'il y a plusieurs instruments. Alors en fait, les élèves, c'est vrai que je peux les avoir dès l'âge de 6-7 ans, et à partir de là, comme ils sont encore un petit peu petits pour aborder la clarinette ou le saxophone, je leur fais une initiation à la flûte à bec. Disons que c'est beaucoup plus maniable pour un élève et ça lui permet donc de s'accommoder assez facilement au doigté qu'il retrouvera donc sur la clarinette. Et donc après, il faut bien compter entre 2-3 années avant qu'il puisse donc intégrer le petit groupe, le petit groupe d'ensemble. Oui. Ouais, tout dépend des élèves en fait. Bon, certains bien sûr élèves ont des parents musiciens, donc là c'est peut-être un peu plus facile pour eux. Mais après, non, pas forcément. Et puis donc, je crois que à partir du moment où ils décident d'apprendre donc la musique, c'est que quelque part ils aiment ça déjà un petit peu. Mais bon, pas forcément. Non, je crois que quelqu'un qui n'est pas du tout musicien peut, dans l'âme, comme vous dites, peut très bien et heureusement peut le devenir au fil des années, oui. Et maintenant, je vous propose d'aller à Idox-Mendy découvrir l'entreprise Arla des amiantages. Voilà, les premières années où je travaillais dans l'entreprise, en fait, je travaillais surtout dans les réfections de couvertures, que ce soit des couvertures industrielles ou même des couvertures traditionnelles de maison. Et ensuite, dès qu'est apparue la nouvelle réglementation concernant l'amiante, je me suis lancé justement dans le désamiantage. Donc nous avons obtenu la certification 1552, ce qui nous permet de déposer tout type de matériaux amiantés. On peut déposer aussi bien des dalles de sol école, des carrelages avec colle, des plafonds, des couvertures, des canalisations amiantées. Notre équipe du secteur des amiantages est composée d'un bureau d'études avec un responsable qualité-sécurité, une ingénieure chargée d'affaires qui est aussi responsable du service, un conducteur de travaux et une responsable administrative. Et tous les jours, à peu près une quinzaine d'opérateurs en désamiantage travaillent sur les chantiers.
Concernant les travaux de désamiantage, nous sommes 2 chargés d'affaires à réaliser les devis, Jean-Claude Arlat et moi. Notre objectif concrètement est de trouver des chantiers pour notre personnel. Nous répondons à des appels d'offres publics ainsi qu'à des consultations privées. Pour les appels d'offres publics, nous avons des alertes via Internet qui nous disent les dossiers à répondre avec les mots-clés démolition, désamiantage, rénovation pour les secteurs 64, 40 et 65. Concernant les consultations privées, ce sont en général des appels téléphoniques ou des mails que les clients nous envoient. Suite à cela, nous prenons directement contact avec le client afin de définir un rendez-vous. C'est lors de ce rendez-vous en fait que nous définissons les contraintes du chantier, l'objet des travaux, les matériaux à déposer, les surfaces, les quantités et les contraintes et les installations de chantier qui nous permettent ensuite de définir les moyens humains, matériels et matériaux qui seront incorporés dans le devis. Ce qui nous différencie des autres entreprises, c'est que nous avons 3 corps d'État dans lesquels nous avons du personnel formé, ce qui nous permet de répondre à des marchés de construction métallique, de désamiantage et de maçonnerie. Alors l'amiante, c'est une fibre naturelle que l'on trouve aujourd'hui dans tout type de matériaux. C'est un matériau qui fut très utilisé depuis l'Antiquité pour ses nombreuses propriétés. Et c'est en 1997 que l'État interdit la commercialisation de l'amiante pour sa dangerosité. Il y a à ce jour un certain nombre de victimes de l'amiante. S'en est suivi une obligation de formation et de certification des entreprises de désamiantage. L'entreprise Arlat démarre son activité de désamiantage en 1998. Donc depuis cette interdiction, l'amiante est devenu un secteur très porteur et a permis le développement d'énormément d'entreprises en France sur ce secteur et ce domaine d'activité. Alors dans tout le chantier de désamiantage, on se doit de protéger les zones qui ne sont pas amiantées. C'est-à-dire il faut qu'on protège tous les murs et ainsi que les éléments extérieurs. Donc on procède à une installation d'une ossature en bois, on entoure tout ça de polyane et il faut qu'on soit vraiment étanche. C'est-à-dire nous on doit être protégés mais on doit protéger les gens extérieurs aussi. Une fois cette installation faite, on a beaucoup de contrôles à effectuer car le désamiantage c'est très surveillé. Donc on a des contrôles, un bilan aérolique qu'on appelle. Donc on se doit de renouveler l'air de la zone un minimum 6 fois par heure. Et ensuite, une fois tous ces contrôles effectués, on fait un test de fumée. On envoie de la fumée dans la zone et on regarde s'il n'y a pas de la fumée qui sort à l'extérieur de cette zone pour constater qu'il n'y a pas de fuite et détecter s'il n'y a pas de zone morte. Avant de rentrer en zone, on enlève nos vêtements et on s'équipe de vêtements jetables. Caleçons, t-shirts et combinaisons jetables. Ensuite, on met un masque qu'on serre très fort de façon à ce qu'on soit bien étanche. On se scotche le masque au niveau de la cagoule. On est équipé d'un moteur avec 2 filtres qui nous filtrent l'air ambiant de manière à ce qu'on respire de l'air propre. Une vacation, c'est 2 heures maximum. Elle évolue selon la température ambiante et le temps de travail en zone est de 6 heures maximum. Ensuite, pour sortir de cette zone de désamiantage, on passe par des sas, qu'on appelle des sas de décontamination, qui sont séparés en 5 sas. Et le 5e sas, c'est la zone où on se sèche et où on se rhabille. Et ensuite, le temps de repos est de 20 minutes. C'est une demi-heure, douche comprise. Ordean chantier juntan amiantaduk hebben karrelazeko kolanduk eta hoidiagu behar elki. Ordean lehenik karrelazi elkitzen diagi, mekanika batekin elkitzen diagi, eta geoduk koloak harakatzen diagi beste mekanika lodi batekin. Eta hanko erhautsa juiten duk zaku bateta, beste mekanika batek hartzen dik erhautsa. Ordean zaku batetan ezartzen dik, eta zaku hua zerratzen diagi,
untsa zerratzen diage, skotxatzen diage, muzten diage, egiten diage opilo bat bezala eta ara skotxa ezarten untsen gian, ez dadin erhautsa eskapa. Gio, zaki egine delaik, jamaiten diag batetiak dusak zakientako, erhautxantako, hua dusatzen diage. Ordean zaki hoi jamaiten diag dusa eta azkentza zilati igaiten. Eta gio, kanpotik baduk beste norbait jiten, hue arropekin, arropa suiekin. Eta haik beste zaku bat eta ezarten dik. Eta bergaiza egiten dik, skotxatzen dik, opilo bat egiten dik eta ara skotxatzen. Eta kanpoat igorten. Ordean, bekanika ez delaik heltzen kantu eta hor egiten diag edo beste bekanika tipi batekin, men haik erhauts egiten dik, habos erhauts, ordean han biltzen diag erhautsa aspirateraikin kantian. Un des points forts de Arla des Amiantages, c'est avant tout son expérience, puisque ça fait bientôt 20 ans que nous exerçons ce métier. C'est un métier qui est très rigoureux et qui exige une bonne maîtrise des processus, une maîtrise des risques. Et j'ai la chance d'avoir pu monter une équipe de désamiantage avec des gens du coin de Moléon. Hein. Et de plus, ce sont des gens très compétents qui prennent à cœur leur métier et qui sont très rigoureux justement dans le désamiantage. Et pour moi, c'est une fierté. Donc aujourd'hui, l'école de musique, c'est 85 élèves qui viennent d'un peu partout. Ils ont la possibilité d'apprendre 10 instruments différents. Nous avons une équipe de professeurs, en tout 8 professeurs qui sont là pour les élèves, une équipe pédagogique à côté avec Soisig et Marie-Christine au secrétariat. Et puis bien sûr derrière un conseil d'administration avec des parents d'élèves qui sont là pour réfléchir à comment faire évoluer cette école de musique, comment faire du lien avec tout ce qui se passe sur le territoire, etc. Donc voilà, une jolie équipe qui permet à ces enfants de pouvoir faire de la musique en Soule. Et maintenant, je vous propose de rencontrer Soisig, qui tous les lundis se rend à l'école de Viodos en temps périscolaire. Sommes-nous petits cochons qui aiment faire la ronde, mais aujourd'hui nous aimerions avoir chacun notre maison. Maman nous a bien préparé. Alors les interventions en milieu scolaire ont débuté en Soule en 2009 et le gros avantage en fait des interventions en milieu scolaire et périscolaire pour l'école de musique, c'est de sortir hors des murs et donc justement d'aller à la rencontre des enfants. Ces interventions tournent autour de projets qui sont souvent faits en collaboration avec les enseignants. Et après, c'est vrai que le but principal, c'est qu'ils aient du plaisir à prendre part à ces projets musicaux. Parce que c'est pas évident, ne serait-ce qu'un chant, par exemple, il faut qu'ils apprennent les paroles, le rythme, la mélodie. Après, qu'ils chantent ensemble, qu'ils chantent assez fort. Et donc, ça demande quand même pas mal de concentration. Par contre, quand ils se rendent compte et qu'ils prennent plaisir justement à leur progression, que ce soit leur progression individuelle ou le travail de groupe qui est fait, c'est vrai que ça peut être très, très vite très sympa pour tout le monde. Et après, de manière plus large, c'est leur permettre de voir que la musique est accessible à tous, qu'il n'y a pas qu'un groupe de personnes pour qui c'est réservé. Et après, selon leur curiosité et leur personnalité, d'aller découvrir cet univers.
de toute façon, c'est un plaisir à la fois pour moi et pour eux, j'espère, de partager, de faire ces rencontres. Et oui, surtout après qu'ils découvrent cet univers. Et maintenant, nous allons rencontrer Marlène de l'association Abracadabra. Marlène nous fait découvrir une nouvelle association, Abracadabra. Abracadabra, c'est moi et puis c'est mon Léon. Ça a commencé, ça va bientôt faire 1 an, je crois, au mois de mars. C'est à la suite d'une visite, en fait, il y avait un vide-maison, c'était une ancienne boucherie. Il y avait des gens qui étaient là, la famille qui venait vider, donc la maison était en vente. Je suis tombée sur une photo aérienne de mon Léon. Et puis ça m'a beaucoup plu, donc j'en ai présenté à un client à moi, mais qui m'en a sorti 2 autres. Et puis après, j'ai fait ça avec à peu près tous mes clients. Et du coup, aujourd'hui, j'ai 800 documents et documents, photos, voilà, cartes postales sur mon Léon. Donc, Abracadabra, c'est moi plus mon Léon. Voilà, les mots léonais. Abracadabra, c'est rigolo comme intitulé parce que tout ce qui se passe en ce moment, c'est assez magique. En ce sens que donc Abracadabra, c'était au début donc sur la toile, c'était sur Facebook. Là-dessus, j'ai eu énormément de gens qui se sont pris vraiment de passion pour ce que je faisais, enfin pour ce que je leur apportais, hein, toutes ces découvertes de mon Léon autrefois et ça. Et donc j'étais pas mal sollicitée pour faire une rencontre avec Abracadabra, c'est-à-dire physique, jusqu'à présent, qui était virtuelle. On a fait donc une rencontre avec Abracadabra et les Moléonais et ça s'est super bien passé. J'étais à la bibliothèque de Moléon. Il y avait plus de 800 photos, donc c'était que des originaux. 50 vieux miroirs de la Soule, tout ça prêté par des particuliers hein, pour la journée. Et il y avait aussi un prêt donc, de la mairie qui m'a prêté donc, des vieilles archives donc, des premiers miroirs de la Soule en fait, qui sont archivés actuellement à la mairie de Moléon. Il y a eu ça, après il y a eu 2 films, donc Le Fronton qui parle et Moléon autrefois. Et plus l'intervention de Joël Larocque, qui nous a fait la joie de nous faire un petit parcours avec les photos d'autrefois et puis avec les commentaires de Joël aujourd'hui. À l'issue de cette exposition, en fait, j'ai fait un petit livre où dedans chacun a pu mettre voilà, son ressenti. Je ne demandais pas plus que ça, hein, parce que moi je ne suis pas grand-chose dans l'histoire, moi je suis juste un passeur. Je suis juste quelqu'un qui, à un moment donné, a voulu montrer au grand public ce que chaque individu dans son grenier avait. Et c'était juste ça, en fait. C'est tous les gens qui viennent, tous les gens qui regardent cette page Facebook, c'est eux qui sont acteurs de toute cette grande et belle histoire. Et c'est formidable, quoi. J'avais autre chose, en fait, qui était en préparation toujours sur Moléon et que je vais d'ailleurs présenter début décembre. J'ai envie de rester mystérieuse parce que moi c'est une expo qui me plaît. La démarche au départ c'était de montrer aux Moléonais leur ville comme ils l'ont jamais vue en fait. Et c'est un peu montrer l'envers du décor. Et donc là, début décembre, va être exposé 50 photos. Grâce aussi à Pierre-Alex et à Philippe Etchegoyen qui vont nous les sortir en fait. Hein. Parce que nous, on ne fait que regarder, photographier, on n'a pas du tout, de matériel en fait hein, pour sortir les photos et pour les exposer, donc pour vous les montrer. Et donc par cet intermédiaire aussi, par cette expo, tout le monde fait partie en fait de l'aventure. Donc là, par conséquent, Philippe et Pierre-Alex. Et puis il y a eu voilà, d'autres personnes aussi qui se greffent sur ce projet. J'ai fait appel voilà, à un privé qui m'a ouvert ses portes et qui m'a ouvert les portes d'une ancienne usine. Donc l'exposition donc, qui s'appelle Les Dessous de Moléon se passera dans une ancienne usine. On va voir le côté un peu rude de l'époque. Hein. C'est un peu pour être en accord aussi avec ce qu'on va présenter. C'est les usines qui ont fait Moléon, c'est les usines qui ont fait la richesse Moléon.
la richesse intellectuelle, la richesse voilà, de s'aider les uns les autres, voilà, ce côté-là. Et moi, c'est ça qui me plaît. Je vais en profiter pour remercier tout le monde. Tout le monde sait qui, c'est la mairie qui me donne un coup de main par rapport à cette manifestation en fait. Merci aux Moléonais qui à chaque fois, dès qu'ils ont une possibilité de me donner un coup de main, ben, ils sont là. On parle du vivre ensemble. Moi je le dis pas, mais je suis contente d'avoir cette opportunité aujourd'hui de pouvoir de vive voix remercier tout le monde et dire quelle importance chacun d'entre nous a. Alors Abracadabra, c'est qui? C'est tout ça, c'est tous ces gens-là. On est tous un derrière Abracadabra. Merci à vous tous. Donc l'école de musique, ce ne sont pas que quelques cours donnés ici à Mauléon-Tardets, ce sont aussi des dates où l'école de musique va à la rencontre d'un public. Donc très prochainement, nous avons le marché de Noël où l'école de musique va se déplacer au marché, mais ici aussi à la bibliothèque. Ensuite, on a le concert de fin d'année, comme toute association de musique, où les élèves montrent le travail de leur année aux parents. Depuis quelque temps, nous avons les maisons de retraite aussi qui viennent. C'est un concert qui est ouvert à tout le public. Et puis pour terminer, une soirée qui me tient à cœur personnellement, mais à toute l'équipe qui est avec moi à l'école de musique, c'est Musique et Danza, qui a démarré l'année dernière et qui est en fait la rencontre entre les danseurs, les jeunes danseurs et les jeunes musiciens qui sont souvent les mêmes parce que certains enfants font de la musique, apprennent à danser. Et avec une particularité, c'est qu'au niveau de la danse, on demande à ce que les écoles de musique nous présentent une nouveauté. Alors une nouveauté, ce n'est pas forcément quelque chose qui est écrit pour cette date-là, mais ça peut être une danse d'une pastorale d'un village donnée quelques années avant, voilà, mais quelque chose qui, on va dire, n'est pas trop vu. Johan Etchebest a rejoint notre équipe pour travailler là-dessus, et donc lui nous aidera bien sûr, c'est lui qui s'occupera de toute la partie danse, et il nous présentera aussi le travail de son année avec les lycéens de cette année. Voilà, donc une date qui nous tient à cœur, parce que c'est vraiment là que nos enfants se rencontrent. Les jeunes sous le thème pourront danser sur de la musique jouée par leurs copains. Et maintenant, je vous propose de rencontrer Laurette, qui est là depuis le tout départ de l'école de musique et qui aujourd'hui donne un cours de piano. Je suis Laurette Aramburu et je suis à l'origine de l'école de musique de Soule qui a débuté en 86 en partenariat avec la municipalité de Mauléon, et notamment de M. Lougaro, qui était maire à ce moment-là, donc en septembre 86, et qui s'appelait l'école de musique de Mauléon. Elle a été créée tout simplement, ou j'ai voulu la créer parce que je venais en vacances en Soule et qu'il n'y avait aucune structure qui pouvait accueillir des enfants, il n'y avait pas d'école de musique. Donc je l'ai créée, ça a été un vif succès, donc ça a été reconduit puisque la première année c'était une année d'essai, mais ça a été reconduit puisqu'on est arrivé à une année où on était à 293 élèves. Et on a les 10 ans sur lesquels moi je m'en suis occupée, on a monté plusieurs groupes et on a surtout fait un grand spectacle, un opéra pour enfants qui a tourné autour de 200 exécutants et qui a été un vif succès. Les premiers professeurs avec qui j'ai travaillé, Patrick Oursiangou, qui était donc de la région, qui s'est occupé de la batterie, Lucien Fios, qui est de Tardets et que l'on connaît encore, Monsieur Adagas qui venait d'Artix, qui était directeur de l'école d'Artix, Patrick Knox, et donc moi-même, et surtout, j'allais oublier, Héloïse Vasquez, qui nous a malheureusement quittés. Comme vous le voyez, l'école a 30 ans, cette année, elle a fêté ses 30 ans, et je suis encore là. Un peu moins jeune, mais toujours, j'espère, aussi dynamique et toujours à adorer mon métier, ma passion, qui sont d'enseigner la musique à des enfants. Et maintenant, rencontre avec Baptiste Baquet,
qui sera le voyageur de ce mois-ci. On le connaît pour porter les couleurs du Cibero. Bati Thiébaké, notre souletin voyageur, nous raconte son périple en Argentine. J'ai eu l'opportunité, grâce à mon parcours scolaire, de partir en Argentine pour un semestre d'études dans une université, l'université catholique argentine, UCA. Et donc j'ai décidé d'y partir après avoir eu ma place. Donc je suis parti à Buenos Aires. Et donc arrivé là-bas, on a commencé le cursus universitaire qu'on avait volontairement choisi un peu allégé pour pouvoir faire des découvertes à côté. Et donc on a essayé de multiplier les voyages, visiter différents lieux d'Argentine. Buenos Aires, il faut savoir que c'est une ville qui a presque 10 millions d'habitants. Donc c'est gigantesque, c'est une ville qui regorge de richesses, que ce soit au niveau culturel, que ce soit au niveau associatif, que ce soit au niveau culinaire aussi, avec des centaines de restaurants où on mange de la viande comme nulle part ailleurs. C'est aussi des spectacles, c'est aussi le polo, c'est aussi le football. Et c'est quelque part la porte d'entrée de l'Argentine. Donc après mon arrivée à Buenos Aires, on a vite enchaîné les cours et dans le cadre des cours, on a pu effectuer un voyage dans le nord-est de l'Argentine et vers la destination d'Iguassou avec ses fameuses chutes. Ce voyage scolaire, il nous a permis de découvrir une bonne dizaine d'exploitations agricoles argentines, ce qui est quand même mon domaine d'études, et ça a été hyper intéressant. On a vu des troupeaux de vaches dans des élevages extensifs, on a vu des chevaux avec les gauchos argentins manier les troupeaux dans les champs, c'était magnifique. On a vu des plantations de maté, la boisson nationale qui est mondialement connue. On a vu aussi des cultures, donc notamment des immenses étendues de cultures de soja, de cultures de maïs. Et on a terminé ce périple en allant à Iguassou. Donc Iguassou, c'est juste exceptionnel, quoi. Je n'aurais pas assez de mots pour vous décrire et pour vous dire qu'il faut y aller parce qu'on ne peut pas le croire si on ne le voit pas de ses yeux. Et voilà, c'est des sensations exceptionnelles, c'est des chutes immenses, c'est un bruit de vacarme tellement il y a d'eau qui coule. C'est aussi une énorme diversité de faune et de flore, puisqu'il faut savoir qu'on se trouve à la limite d'une zone tropicale et du Brésil. C'est la frontière entre le Brésil et l'Argentine. On est monté à cheval et on a fait un peu nos gauchos. On est parti d'une ferme, d'une estancia comme ils appellent là-bas, et on est parti de là-bas et on a fait une petite balade autour du parcellaire et on a croisé les animaux, on les a déplacés d'un pré à l'autre, on a vu aussi des moutons, on a fait la rencontre avec une autruche qui est un animal assez répandu en Argentine et dont on a piqué 3 œufs pour essayer de faire une omelette, mais bon, on en avait largement trop. Et voilà, et du coup, mais bon, on a bien rigolé, et voilà. Et en partant en Argentine, j'avais le souhait d'aller un peu me balader et marcher dans les montagnes comme on peut le faire ici, par exemple. Et donc j'ai décidé de me rendre à Mendoza, qui est une ville, capitale de l'hémisphère sud dans le vin avec ses vignobles, et qui est aussi la porte d'entrée des Andes, donc la plus haute chaîne de montagnes du continent américain. On a pu aussi faire le tour de vignobles, on a dégusté des jolis plats, on a fait, je me souviens d'une balade à vélo, qu'on avait décidé de faire à vélo parce que pour nous rendre la tâche plus simple et pour pouvoir faire des dégustations de vin. Donc c'est un peu comme ici le principe de la route des champagnes, là-bas c'est la route des vins. Et donc on fait le tour de vignobles, on déguste des vins, on mange des plats. Donc on s'est arrêté à midi, on a mangé une énorme pièce de viande avec un accompagnement de vin. On est rentré de cette balade au soir un peu pompette et c'était très sympa. On a fait un joli tour. Donc avant de passer la frontière, on est parti sur un village qui s'appelle Humahuaca. Et c'est un village dans lequel, très touristique malheureusement, mais dans lequel on peut se balader dans des montagnes qui sont de toutes les couleurs en fait. Il y a des montagnes, il y a du rouge, il y a du orange, il y a du violet, et c'est vraiment magnifique, quoi. Les photos parlent d'elles-mêmes. Arrivé en Bolivie, on a fait un trek de 4 jours.
On est parti dans un 4x4 à travers les déserts, autour des montagnes, on a croisé des lacs, on a croisé des petits Boliviens, des autochtones. C'était vraiment l'image sympa de la personne avec son petit troupeau de lamas ou de chèvres ou de brebis. Ils ont un peu ce type-là, mais vraiment dans une agriculture très vivrière. Des étendues désertiques avec des immenses blocs de roches au milieu, comme déposés là par un géant. Après, on a terminé en beauté ce spectacle vers le centre de la Bolivie, par la traversée du Salar de Uyuni, qui est un désert d'une très grande étendue, je crois l'un des plus grands au monde. C'est un désert de sel qui est exploité en partie par l'industrie bolivienne. Et là, c'était là encore des paysages incroyables, du sel à perte de vue. Et au milieu, il y avait une île avec des cactus centenaires, donc on a pu visiter aussi. Et là aussi, un régal pour les yeux, on en a pris plein la vue. On s'est levé très tôt un matin pour aller voir le lever de soleil sur le désert de sel sur cette petite île au centre du désert. Donc là aussi, au niveau faune et flore, il y avait des jolies choses, surtout au niveau de la faune. On a pu croiser quelques individus, on a eu la chance de croiser quelques individus. On a vu un renard dans le désert, on a vu les flamants roses, avec un lac particulièrement qui les décrit, puisqu'il est lui aussi tout rouge. Il s'appelle Laguna Colorada. On a décidé avec des copains, on avait décidé ça un petit peu à l'avance, on avait décidé de se retrouver tous avec des amis de mon école française et de partir faire un petit voyage dans le sud de l'Argentine, ou autrement dit ce territoire bien connu de la Patagonie. Ensuite, après Bariloche, on s'est rendu en bus, toujours parce que là-bas on se déplaçait beaucoup en bus. On s'est rendu sur la ville d'El Calafate, qui elle se trouve près du glacier Perito Moreno. On a été faire une balade en face du glacier. On s'est rendu compte de la démesure que c'était, un mur de glace d'une cinquantaine de mètres sur je ne sais pas combien de kilomètres, et qui remonte derrière sur la chaîne des Andes, où on a pu faire un tour même sur le glacier avec des crampons. Vers la fin de la balade, on ne s'y attendait pas du tout et on a vu une petite table et dessus posée une bouteille de whisky avec des verres et des glaçons venus tout droit du glacier. Et on a pu déguster un bon whisky sur le glacier et c'était super sympa. Donc ensuite, pour la fin de ce parcours en Argentine et en Patagonie, on s'est rendu pour 3-4 jours encore plus au sud, vers le village d'El Chalten, qui est un village notamment connu pour être abrité plutôt par le Fitzroy, qui est un des sommets mythiques d'Argentine, très prisé des escaladeurs. C'est un voyage qui restera pour moi gravé dans ma mémoire, dans ma vie, que je pense qu'il m'aura apporté beaucoup de choses. Et j'invite vraiment tout le monde, tous les jeunes, mais les jeunes autant que les plus âgés, à faire des voyages de la sorte, à multiplier les voyages, à multiplier les découvertes, à garder une ouverture d'esprit constante et voilà quoi, passer des aventures, prendre son sac à dos, aller marcher, rencontrer les gens, parler d'autres langues aussi. Donc la conclusion, harrezasi ezi ezakia eta zuzte pasatzea beste herritan eta ikusiko duzie gai zapaketa eta gai zeigerrak. Ordin eskerrik hanitz, erraiten deiziet ezahatzia jitia martxuan lauan, mauleat, guen hauren lanen ikustea. Ordin eskerrik hanitz, Ibero Telebista, jinbeitzide guen ikustea. Erremestiatzen dit goe musikako eskolaen taldia. Eta ezahatz huaiko mundia musika beharunian dela.